Cette année, la libre antenne de Caroline Dublanche, c'est du dimanche au jeudi de 23h à 1h sur Europe 1. Bonsoir Joachim. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes dans une... Vous ne m'entendez pas ? Si, très bien. D'accord. Alors vous êtes dans un dilemme amoureux, je crois. Oui, exactement. Mais je vous écoute, je vous laisse développer un petit peu. D'accord. Donc en fait, le souci, c'est que voilà, donc je suis marié depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. Et donc il y a un an, pardonnez-moi, il y a un an, donc j'ai rencontré une personne dans mon travail. Oui. Qui tout simplement est venue donc elle-même vers moi et puis bon m'a expliqué qu'elle était intéressée par moi, etc. Bon, j'étais plutôt gêné et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une relation qui s'est très vite construite entre elle et moi, alors même que j'étais marié, hein. Et puis cette relation est devenue vraiment très sérieuse. Avec mon épouse, ça c'est c'est plutôt l'inverse qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on s'est séparés. Et actuellement, vous n'êtes plus avec elle donc ? Vous n'êtes plus avec votre épouse ? Plus vraiment. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'en fait, elle pense que moi je n'ai toujours personne, mais que voilà, qu'on est en attente, enfin qu'on fait un long break, en gros. Mais vous ne vivez plus ensemble donc ? Plus vraiment, non. D'accord. Quand je dis plus vraiment, c'est-à-dire qu'on se voit quand même de temps en temps, voilà. Oui, mais vous ne vivez plus sous le même toit ? Non, du tout. Oui, vous ne lui avez pas dit que vous avez rencontré quelqu'un. Pourquoi alors parce que vous avez envie que ça reprenne avec votre Voilà, épouse. le dilemme il est là, c'est-à-dire que quelque part, j'en suis toujours très amoureux et puis et avec avec ma collègue donc, qui est devenue quelque part ma maîtresse, il faut dire les choses comme elles sont. Oui, c'est plus oui, votre maîtresse, elle n'en reste pas moins votre collègue. Vous travaillez toujours ensemble. Oui. Oui. Et donc, avec elle, c'est pareil. Donc, elle a réussi en fait à faire en sorte, moi aussi, puisque je me suis laissé aller. Je suis quelqu'un qui dirait très rarement non. Hein, donc voilà. Ah, et oui. Alors voilà comment on se retrouve dans des situations compliquées quand on ne dit pas non, mon cher Joachim. C'est important de savoir dire non. Pardonnez-moi. C'est important. On nous apprend toujours à dire oui, mais pas assez à dire non. Exact. Et donc, comme c'est quelqu'un qui a quand même un caractère très fort et qui a su me séduire, je suis quelque part entre mon épouse que j'aime encore énormément et avec qui j'aimerais bien revenir, et cette personne aussi que j'aime aussi énormément et pour qui, en même temps, je suis en train de vous donner la réponse, c'est que si à cette personne, je lui dis que c'est fini, je vais avoir, elle va avoir énormément mal et moi, c'est pareil, quoi. Donc voilà, je suis vraiment entre deux eaux. Ouais, je vois ça, oui, parce que vous semblez dire que jusque-là, si je comprends bien, vous avez du mal, si je reprends votre expression, vous ne savez pas bien dire non, que cette femme a pas mal d'ascendant sur vous, je parle de votre collègue, qu'elle a su vous séduire. Tout à fait. Donc vous mettez dans une position assez passive d'emblée. C'est l'autre qui décide pour vous. Or là, ce qui est compliqué, c'est que vous arrivez à une situation où vous vous rendez compte... C'est moi qui dois décider. Voilà, où c'est vous... vous ne pouvez pas maintenir ce trio-là comme ça ad vitam aeternam, parce que... Alors, quand même, une chose, c'est-à-dire qu'il y en a au moins une des deux qui sait que... votre collègue est au courant. Elle sait que vous êtes actuellement séparé de votre femme, que vous vous posez des questions. Qu'est-ce qu'il en est ? Alors là, c'est là où ça se complique. C'est-à-dire qu'au départ, au départ, donc elle savait que je me séparais d'elle, etc. Puis ensuite, maintenant, elle pense vraiment que c'est complètement fini. Oui, vous ne lui dites pas que vous ne lui dites pas toute la vérité, à savoir que vous avez encore beaucoup de sentiments pour votre femme. Exactement. Oui. Donc, elle pense, votre maîtresse, que vous êtes séparés, puisque vous ne vivez plus ensemble. Oui, c'est ça. Oui, mais quand vous vous retrouvez, est-ce que vous vous retrouvez comme un couple ? Est-ce que vous avez une intimité avec votre épouse encore ? Vous faites l'amour avec elle ? Non, du tout. Pourquoi ? Si c'est pas indiscret, c'est-à-dire que vous ne le souhaitez pas, elle ne le souhaite pas, qu'est-ce que... Non, parce que pour moi, quelque part, il est impossible de le faire... comme vous disiez tout à l'heure, il est impossible d'avoir une relation à trois, quoi. Voilà.
Oui, mais d'accord, c'est pas simultané, c'est simultanément. C'est-à-dire, oui, ça vous bloque. Le fait, vous ne pouvez pas, vous ne pourriez pas avoir une relation avec votre épouse alors que vous êtes avec votre maîtresse. Tout à fait. Mais alors, votre épouse se pose pas des questions? Enfin oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'elle sait, c'est que voilà, on est en longue, comment dire, en long break. Voilà, c'est ça. Ça fait combien de temps que dure ce long break? Ça va bientôt faire 1 an. Ah oui. Et elle, de son côté, parce que après tout, la situation que vous vivez, vous, en ayant cette autre femme dans votre vie, ça pourrait aussi se passer pour votre épouse. Exactement. Pendant cette période de break, ça suppose quand même que peut-être chacun peut reprendre sa liberté. Donc elle aussi. Sans doute, mais en fait, c'est une question que je ne me posais même pas. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'elle est toujours très très folle amoureuse, quoi. Oui, comme vous. Mais pour autant, vous avez quelqu'un d'autre. Oui. Hein? Donc c'est pas toujours incompatible. Hein? Non. C'est-à-dire que un break, je reprends votre expression, qui s'éternise trop, peut aboutir à une rupture. Vous en êtes conscient? Oui. Et ce qu'on ne veut pas. Enfin, ce que je ne veux pas, en tout cas. Bon, alors si vous ne voulez pas, comment envisagez-vous, puisque vous tenez à votre épouse, vous lui avez dit? Non. Alors quand vous vous retrouvez, c'est pourquoi? C'est plus pour discuter, on va dire, du beau temps, enfin de la pluie et du beau temps, quoi. C'est vraiment pour... Vous n'abordez pas non, votre relation, ce qui vous lie finalement. Enfin, vous tournez autour du sujet principal, oui, qui vous intéresse l'un et l'autre. Vous avez des enfants? Non. Non. Oui, parce que c'est assez curieux que vous vous retrouviez pour parler, comme on dit, de la pluie et du beau temps. Parce que l'un et l'autre, vous avez peur d'aborder le vrai sujet. Vous, on peut comprendre, parce que vous n'êtes pas très à l'aise. Non. Peut-être que c'est pour ça que vous tournez autour du pot. Mais elle, on peut se demander pourquoi. Vous vous demandez pas pourquoi elle laisse comme ça le problème de fond autant en suspens? Qu'est-ce qui fait qu'elle accepte au fond ce break? Qui l'a demandé ce break? C'est moi. D'accord. Alors on peut comprendre que vous soyez davantage demandeur puisque vous avez rencontré quelqu'un d'autre. C'est à ce moment-là que vous l'avez demandé ou déjà vous étiez séparés quand cette collègue est arrivée dans votre vie? Non, c'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là. Bon. Oui. Donc vous imaginez bien que quand même votre épouse n'est pas idiote et qu'elle a dû se poser des questions. Sans doute, oui. Et vous pensez pas qu'elle ferme les yeux pour le moment? Qu'elle sait, au fond? Si, peut-être aussi. Oui. Mais justement, et la question, c'est que faire maintenant? Mon cher ami, vous avez la réponse en vous-même. Hein. C'est-à-dire que vous imaginez bien que c'est vous qui pouvez prendre la décision, à moins que le risque que vous prenez, en n'en prenant pas, c'est que les autres vont décider pour vous. D'accord. Forcément. C'est-à-dire qu'à un moment, moi, je peux me tromper, mais ce que je perçois maintenant, que je comprends un petit peu mieux votre situation, c'est que c'est quand même vous qui êtes parti à partir du moment où vous avez rencontré donc votre collègue, vous avez eu un coup de cœur pour elle, et que dans votre couple, vous étiez ensemble depuis 20 ans et que votre couple était peut-être un peu à marée basse. Oui. Bon. Exact. Donc... à ce moment-là, vous demandez à partir. Votre femme s'est forcément posé des questions. Elle a dû vous dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Bon. Ah oui, souvent. Mais après, on arrive en fait à tourner autour du pot. Voilà. Alors maintenant, vous tournez autour du pot parce que je pense qu'elle a peur d'aborder, d'avoir peut-être. Vous savez, quand on ne pose pas les questions, souvent, c'est qu'on a peur des réponses. Donc, elle se dit qu'après tout, moi, je pense, je ne suis pas dans sa tête, mais on peut penser qu'elle sait. Et qu'elle attend que vous vous décidiez ou que vous abordiez les choses, puisque c'est vous qui êtes parti. Donc soit c'est vous qui revenez. Vous pensez qu'elle serait prête à ce que vous reveniez? Oui.
Donc vous l'avez abordé quand même, ça, un peu avec elle. Vous avez, il y a cette possibilité-là de retour pour vous. Vous pensez, en tout cas. C'est même certain. C'est certain. Elle serait prête à renouer, à reprendre une vie de couple avec vous. Voilà. Parce que quelque part même, la situation-là la fatigue. Et, on peut comprendre, hein. Voilà. Elle est bien patiente, hein. Tout à fait. Elle est vraiment très très patiente parce qu'elle n'a pas les compensations que vous avez. Non. Et oui, forcément. Enfin, à moins que de son côté, elle ait rencontré quelqu'un, hein, qu'elle est... Bon. Mais bon, a priori non. A priori non. Donc elle n'est pas, ouais, c'est quand même dans une situation d'incertitude où en plus ce break qui s'éternise et où vous vous dites oui, on pourrait reprendre, mais avec la crainte que si vous reprenez, vous vous retrouviez dans les mêmes difficultés que celles dans lesquelles vous étiez enlisé lorsque votre couple a explosé. Il n'a pas vraiment explosé, c'est-à-dire que elle, en fait, elle a un travail qui fait qu'elle n'est jamais à la maison puisqu'elle est commerciale et donc elle est souvent sur la route et c'est vrai que quelque part son absence a fait que que je sois moi amené à aller plus facilement avec ma collègue. Oui, mais alors je vais mettre un peu les pieds dans le plat. Joachim, à un moment, il va falloir arrêter de vous dédouaner. Parce que vous, on a l'impression que c'est comme si vous étiez un petit garçon qui savait pas dire non et qui est là entre ces deux femmes. Alors une, elle est très absente. Alors, comme elle est très absente, vous êtes bien un peu obligé d'aller voir ailleurs. Et puis il faut dire que votre collègue, elle a été tellement séductrice que c'est tentant. Hein. On peut pas dire non. Enfin, vous voyez, à un moment, je sais pas quel âge vous avez, mais il y a une question de oui, dans la vie. On est amené, il faut faire des choix. On est amené parfois à dire non parce que vous avez bien dû dire non. Il y a, je pense que il y a d'autres femmes peut-être à qui vous plaisiez, qui ont pu peut-être vous tourner autour. Et vous dites oui systématiquement à toutes les femmes qui sont un peu open, un peu ouvertes avec vous. Non, vous me dites peut-être pas tout et vous avez le droit, hein, Joachim. Mais voyez, le problème c'est que ça arrive, c'est arrivé très souvent même d'ailleurs. Et à chaque fois, j'ai pu, on va dire, éviter, tout simplement. Voilà, donc il y a des fois où vous arrivez bien, vous vous affirmez. Oui, même souvent. Mais pour cette personne-là, qui est vraiment d'un caractère très fort... Elle a de l'ascendant. Alors comment justement ce caractère fort ? C'est-à-dire, elle est un peu dans le chantage ? Qu'est-ce qui se passe avec elle ? Ah non, pas du tout. Non ? Alors comment, c'est-à-dire ce caractère fort ? Vous trouvez que c'est elle qui mène un peu le jeu dans la relation ? Ah oui, complètement. Votre maîtresse, hein ? Oui. Oui. Alors j'aimerais bien justement comprendre de quelle façon elle mène le jeu. Enfin, qu'est-ce qui fait que vous sentez un peu mené, oui, un peu, et du coup un peu passif dans l'histoire. Quelle attitude elle a ? Je sais pas si vous avez un exemple, quelques exemples qui vous viennent en tête, hein, pour comprendre. C'est une sorte de c'est presque une façon, enfin sa manière de faire. Comment dire, elle ne laisse peut-être, enfin c'est même certain, elle ne laisse pas le temps de souffler quoi. C'est régulièrement des mots, des courriers, des coups de téléphone, etc. Enfin, ça n'arrête pas. Voilà. Oui, donc elle est assez envahissante par sa présence. C'est ça. Elle vous manifeste toujours quoi, l'amour, le désir qu'elle a de vous. Exactement. C'est ça. Oui. Donc vous n'avez pas le temps, oui, de souffler, de penser, de réfléchir. Puis de penser peut-être à arrêter, à couper, quoi. Oui. Ouais. Alors en même temps, le côté aussi, ça pourrait être un peu rédhibitoire. Ce côté où elle vous laisse pas le temps, où elle est presque omniprésente. Vous pourriez à un moment dire c'est trop. Que peut-être vous êtes en train de commencer à dire d'ailleurs. Vous trouvez que c'est un peu trop. Voilà, sinon je ne serais pas en train de vous parler. Oui, c'est ça. C'est que là, vous prenez quand même le temps de vous questionner, de vous poser. Voilà. Et peut-être oui, en fait, mon objectif, c'est peut-être de revenir à ce que j'étais auparavant, quoi. Oui, c'est ce qu'on, je crois, entendre derrière les mots. Hein, voilà. Quand vous dites déjà que vous êtes très attaché à votre épouse. Oui. Si c'était ce break, au fond, vous a quand même permis de prendre conscience
à vous et comme à elle, semble-t-il, puisqu'elle est aussi s'est disposée à vouloir renouer avec vous, que vous avez envie de continuer ensemble. Ça aurait pu vraiment vous éloigner, hein ? C'est ça. Oui, ça aurait pu venir que vous rendre compte que vous ne désirez plus la présence de l'autre, vous ne la souhaitez plus, et que vous êtes mieux sans l'autre. Or, c'est pas le cas, hein. C'est l'inverse même qui se produit. Oui. Alors que vous avez quelqu'un dans votre vie qui en plus est très présent, enfin avec qui ça se passe bien, donc vous pourriez être sur votre petit nuage totalement. Et or, l'attachement à votre épouse est très très présent. Oui. Bon. Donc, c'est peut-être ce break que vous faites avec votre épouse. Est-ce que, comme le dit très judicieusement Carmen, c'est pas avec votre maîtresse qu'il faudrait faire un break, prendre un peu de distance, parce que elle vous impose ce rythme-là, elle vous sollicite beaucoup, parce que peut-être qu'elle sent aussi chez vous une certaine ambivalence. C'est peut-être sa personnalité, comme vous dites, et puis c'est peut-être aussi qu'elle sent une ambivalence. Vous avez quand même été mariés pendant 20 ans, vous êtes séparés il y a 1 an, donc elle occupe le terrain. Tout à fait. Hein, peut-être, mais parce qu'elle n'est pas si sûre d'elle. Ce qu'il y a, c'est que le mariage a même duré, il dure pratiquement 23 ans maintenant. C'est vraiment quelque chose de... C'est pratiquement ma première personne, hein, la première personne que j'aimais, et là, j'espère la seule que j'aimerais. Là, je suis en train de répondre en fait aux questions que je me pose. Mais oui, mais c'est bien. Et le souci, c'est que oui, pendant 1 an, il y a eu, vous voyez, je parle déjà au passé. Donc il y a cette personne qui vraiment m'a envoûté complètement et a pris de mon temps, presque de mon âme, quoi. Vous parlez d'envoûtement, oui, c'est ça. Ouais. Et comme on peut dire quand on est complètement, c'est l'état amoureux, hein. On est, quand je parlais de petits nuages, c'est-à-dire que on est un peu dans une autre réalité. L'autre aussi nous renvoie une image tellement positive de nous-mêmes que c'est très agréable. Surtout quand on est un peu dans une période de doute sur un plan personnel et aussi sur le plan de son couple. C'est exactement ça. Elle vous a rassuré. Voilà. Le problème, c'est ensuite de vouloir arrêter ça, quoi. Parce que on a l'impression de rentrer dans un tourbillon, dans un... Qu'est-ce que vous craignez ? Parce que vouloir, je crois que c'est pas une question de volonté. C'est plutôt comment. Ce que je crains, c'est sa réaction. Et puis... ça pourrait être quoi, sa réaction ? Je sais pas. Mais qu'est-ce que vous imaginez ? Oui, violent ? Oui. Très violent. Dans quel sens ? De ne pas comprendre. Le risque de ne pas comprendre pour quelle raison. Oui, mais ça c'est bien sûr. Pas comprendre en même temps. Vous pouvez dire aussi que vous vous rendez compte que cet éloignement que vous avez eu avec votre épouse, vous vous rendez compte que votre épouse, vous êtes encore très attaché à elle et plus que vous ne le pensiez. Il ne s'agit pas de blesser cette femme. Hein, votre collègue là, cette femme qui est votre maîtresse, il ne s'agit pas de la blesser en disant que vous vous rendez compte que finalement elle comptait moins que vous ne le pensiez, mais il s'agit de lui dire que parce que vous avez vécu une belle histoire avec elle, vous pouvez quand même lui dire vous avez vécu quelque chose de beau avec elle, mais que vous vous rendez compte que votre épouse, vous êtes plus attaché que vous ne le pensiez. Voilà, vous n'êtes pas obligé de... Parce qu'à un moment, il faudra bien dire les choses. C'est vrai. Et bien sûr, vous ne pouvez pas demander à un moment quand vous rompez, quand vous mettez un terme à une relation, que l'autre vous comprenne et puis soit très magnanime et dise oui, effectivement, je te comprends, tu as raison, c'est mieux comme ça. Parce que on peut penser qu'elle va certainement souffrir, cette femme. Oui. Puisqu'elle est attachée à vous, elle se projette certainement avec vous. Bon, malheureusement, vous ne pouvez pas en faire l'économie. C'est-à-dire que, voyez, à pas vouloir faire souffrir deux personnes, finalement, c'est tout le monde qui souffre dans l'histoire, y compris vous. Oui, donc, à un moment... C'est exact. Et oui, donc à un moment, forcément, si vous voulez... Parce que moi, ce que j'entends, au final, quand même, et en peu de temps, je crois que vous le dites vous-même, vous faites vous-même les réponses, hein. Oui. Vous aviez besoin de les formuler. Vous savez, Blanche, dans vos émissions, souvent, vous faites en sorte que l'on a nous-mêmes les réponses. C'est un peu le but. C'est Caroline, hein, déjà. Dublanche, c'est mon prénom. Pourquoi pas, c'est un beau prénom aussi.
Non, il n'y a pas de souci. Mais vous savez, c'est quand même un peu le but. C'est-à-dire que moi, j'ai pas à avoir des réponses pour vous, à vous dire ce que vous devez faire. Moi, je ne sais pas. Je suis pas dans votre vie et je suis pas votre conscience. Là, c'est pas à moi de. Bon, simplement de vous guider, de vous faire parler, de voir un peu où vous en êtes, vous. C'est ça. De votre cheminement. Faire parler, c'est exactement. Oui, mais pour que vous puissiez vous entendre un peu. C'est ce que j'aurais dit si vraiment ce qu'il est toujours possible de faire avec même quelques consultations. Oui. Quand on est un peu perdu, qu'on a une décision aussi importante à prendre, on peut justement aller en parler à un tiers qui a pas d'intérêt lui dans cette situation particulier et qui va vous essayer de faire entendre vraiment de vous faire entendre et faire entendre votre désir. Alors en fait le fait de vous appeler, c'est justement un tiers qui m'a dit ça. Il m'a dit écoute, va sur Europe et voilà, il y a une personne qui alors j'ai écouté 1, 2, 3 émissions et puis c'est vrai que dernièrement et puis c'est vrai que je me suis rendu compte que vous aviez vraiment la méthode entre guillemets pour faire que l'on puisse trouver et répondre tout simplement à des questions ou à des situations compliquées. Voilà. Et bon, il a raison, puisque quelque part... je le remercie, je vous remercie de sa confiance, ça me fait plaisir. Ouais. Mais maintenant, par rapport à vous, c'est ça, c'est que si vous souhaitez, vous êtes très attaché à votre épouse, que vous souhaitez ne pas la perdre surtout, je ne crois pas qu'il faut laisser perdurer maintenant cette relation. D'accord. Enfin, et ce que vous savez, et après, quand vous dites, je me permettrai quand même un bémol, quand vous dites, il y a la nostalgie de ce que vous avez perdu, vous voudriez revenir comme avant. Maintenant, j'ai envie de dire, il faut que votre relation, elle évolue de couple. Il serait souhaitable qu'elle évolue. Parce que comme avant, c'est ce qui fait qu'à un moment, vous vous êtes détaché. Oui. Donc, peut-être justement, dans ces absences, alors c'est son métier, elle voyage beaucoup, mais ça a créé aussi, il y avait la distance géographique, mais ça a aussi créé une distance au niveau de votre intimité. Et ça serait important d'en parler, parce qu'après tout, elle peut voyager, et pour autant, justement, ça peut au contraire attiser le désir de se retrouver, parce qu'il y a eu du manque. Bon. Mais c'est pour ça que si vous prenez la décision de renouer avec elle, et elle, et donc, elle serait prête à cela, d'après ce que vous me dites, je pense que ça serait quand même important de pas reprendre comme si rien n'était, justement, et de parler de la pluie et du beau temps, parce qu'il s'est quand même passé quelque chose. Vous avez éprouvé à un moment, le besoin de partir. Et là, évidemment, dans l'effervescence, le plaisir des retrouvailles, la culpabilité aussi que vous allez quand même un peu avoir, vous pouvez mettre tout ça de côté et puis tout est beau, on est reparti comme en 40. Mais non, parce que vous risquez de vous retrouver face aux mêmes difficultés. Donc ça vaut peut-être la peine, si vous renouez, de voir un peu comment ça se passe et au besoin d'aller en parler à un thérapeute de couple. Et alors une question justement que peut-être d'autres se posent, est-ce que vous pensez qu'il faille que je lui parle de ce qui s'est passé pendant 1 an, lui dire tout simplement la vérité? Ouais, question compliquée parce que elle ne vous pose pas la question. Non. Donc moi, je suppose qu'elle se doute qu'il peut y avoir quelque chose, c'est que c'est pas, elle vous connaît quand même suffisamment bien, que vous n'êtes pas parti comme ça par hasard. Est-ce qu'il faut aller la devancer? Je ne sais pas. Parce que c'est peut-être une vérité qu'elle a pas envie d'entendre, qui la blesserait trop. Et pourtant, c'est vrai que ne rien dire du tout, c'est ça, si vous recommencez et genre on efface l'ardoise et on fait comme si rien s'était passé, il y a un non-dit. Un non-dit qui risque à un moment d'empoisonner votre relation parce qu'elle peut vous en vouloir. Et ça pourrait se comprendre. De dire et que vous reveniez la fleur au fusil comme si de rien n'était. D'accord. C'est pour ça, vous voyez, dans le retour, dans les retrouvailles, il y a quand même 1 an qui s'est écoulé où soit elle veut pas entendre, elle est pas prête, mais vous allez voir, à mon avis, elle va quand même un peu, au fur et à mesure, poser des questions. Et là, ça vaudrait peut-être le coup d'expliquer, parce que après tout,
dire ce que vous m'avez dit, mais je pense, si vous voulez, si vous en parliez en thérapie, il y a un tiers qui peut reprendre. Pourquoi ? Alors qu'en face à face, ça peut très vite s'envenimer. Ouais. D'accord. Si vous aviez une relation comme ça, extra-conjugale, en étant ensemble, elle se soit doutée de rien, je dirais, ça sert à quoi de lui dire si c'est pour la blesser ? Vous voyez, le côté, la transparence à tout prix dans le couple, ça peut être terrible, parce que en voulant dire la vérité à tout prix, on soulage en fait sa conscience et on fait du mal à l'autre. Oui. C'est-à-dire que oui, soit on se soulage, mais ça ne règle rien parce qu'on blesse l'autre. Pourquoi blesser l'autre inutilement ? Alors après, c'est différent si l'autre pose des questions et quand la relation, elle s'est interrompue pendant 1 an. Cela dit, là aussi, vous pouvez vous arranger en disant qu'après tout, vous vous êtes séparés à un moment parce que si c'est parler pour soulager votre confiance, il vaut mieux votre conscience, il vaut mieux vous taire. Ou en parler avec justement un thérapeute. D'accord. Mais pas avec elle. Parce que si c'est pour la blesser, parce qu'après tout, vous auriez très bien pu partir sans qu'il y ait personne, parce que ça n'allait pas dans votre couple, parce que vous trouviez qu'il y avait trop de distance entre vous, et pendant cette période de break, avoir eu une aventure. Comme de son côté, après tout, elle aussi a pu avoir, même si c'est pas une liaison suivie, mais une aventure. Mais vous étiez dans une période de séparation, provisoire, mais de séparation. D'accord. Donc, vous voyez, elle peut aussi décider, vous pouvez décider qu'on passe ça sous silence. Il y a Patricia qui dit, allez, dites la vérité à votre maîtresse, retournez vers votre épouse, la vie est trop courte pour gâcher un aussi bel amour, soyez francs. Bon courage et bonne chance à vous. Il y a NJ qui dit, et réécoutez l'émission en podcast avec votre épouse. Moi, non, je pense pas. Parce que ça, c'est vos réflexions. C'est vos, voyez, mais je pas la mettre devant ça. Même si, en fait, oui, vous lui faites une déclaration d'amour. Je comprends ce que veut dire NJ. C'est ce qu'on entend. L'amour que vous éprouvez pour votre épouse. Mais bon, pour autant, voyez, il y a peut-être des choses qu'elle n'a pas envie d'entendre et où elle peut se dire, après tout, il a vécu ce qu'il a vécu tant qu'on était séparés. Il y a des pieux mensonges aussi. Vous pouvez dire qu'après tout, vous êtes partis et au cours de cette séparation, bon, il y a eu une liaison. C'est pas la même chose que... Oui. Et si vous êtes partis, c'est aussi parce que dans votre couple, il y avait des choses qui n'allaient pas. Il ne s'agit pas d'accabler, l'autre, c'est pas noir ou blanc, il n'y a pas un fautif, il n'y a pas un qui est tout blanc. Bon, c'est votre relation et voilà, il faut pouvoir en parler. D'accord ? Tout à fait. Bon, écoutez, vous avez toutes les cartes en main, Joachim. D'accord, mais en tout cas, merci. Et si vous voulez en parler encore, parce que bon, vous avez besoin un peu d'élaborer les choses, d'y réfléchir, vous pouvez aussi ponctuellement demander une consultation. 1 ou 2 consultations ou 3 avec quelqu'un. Vous voyez, sans vous lancer dans une thérapie, mais comme on l'a fait un peu rapidement ce soir en radio, vous pouvez le faire avec quelqu'un d'extérieur aussi. D'accord. Si ça peut vous aider par rapport à d'autres questions. Bon courage. En tout cas, merci. Merci de votre confiance. Beaucoup. Au revoir Joachim. Au revoir. Europe 1. Alors, un petit message de Servan qui revient sur le témoignage de Joachim qui était dans un dilemme amoureux, revenir vers son épouse avec qui il avait fait un break depuis 1 an et à qui il était profondément attaché, ou choisir sa maîtresse. Donc, Servan dit, pour l'avoir vécu et l'avoir fait vivre plus tard, il y a un moment où le choix est incontournable, être profondément fidèle ou profondément amoureux, l'un n'empêche pas l'autre, ne se discute pas, mais il est temps maintenant d'être honnête, sans rentrer dans les détails, surtout pas. Si l'on peut avoir besoin de connaître le vrai, on n'a pas forcément envie de savoir, en tout cas pas tout de suite. Chaudron de la Barque. Alors, mais je précise que le mail a été reçu avant que Joachim encore avance dans sa réflexion, puisque Chaudron de la Barque disait, peut-être devriez-vous mettre un point final à votre mariage avant de pouvoir vous consacrer à une nouvelle idylle. Vous semblez avoir un pied dans 2 barques menées par chacune de ces femmes. Cette situation ne saurait être pérenne, et puis votre épouse, condamnée à être Pénélope, a sûrement des envies d'ailleurs, elle aussi. Clarifier la situation vous permettra de l'assainir. Décidez-vous et allez au bout des choses afin d'être plus serein et maître
de votre vie amoureuse. Florence dit il serait important de quitter votre maîtresse et de rester seule quelque temps pour faire le point. Et c'est une très bonne suggestion parce que Joachim disait que sa maîtresse avait ce côté assez envahissant, de l'envers de manifestation d'amour, et que du coup il n'arrivait plus à se poser, à respirer, et il a besoin de faire le point. Et je suis d'accord avec vous, Florence, pouvoir un peu se poser, rester un peu seul et savoir où il en est vraiment. Bonsoir Charlotte. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. D'abord, merci de m'écouter. Je vous en prie. De toutes vos émissions, parce que je suis une très vieille fidèle. C'est moi qui vous remercie alors d'être fidèle comme ça. Bon, je suis pas seulement vieille fidèle, mais je suis aussi un peu plus toute jeune, puisque grand-mère. Et puis, j'ai quelquefois des attitudes un petit peu certainement enfantines. C'est-à-dire que je parle ça trop. Ça n'empêche pas l'autre. Oui, d'accord. Et que je dis des choses qu'il faudrait peut-être pas dire. Oui. Et il se trouve que ce week-end, là, je me suis retrouvée chez une amie qui est au chômage, qui était au chômage en fin de droit et qui vient de trouver un contrat à durée déterminée. Et bon, c'est très positif, etc. Et moi, j'ai bien dit effectivement que c'était très positif, mais j'ai fini par dire que, comme ça, au pire, elle pourrait retoucher le chômage. Et puis j'en ai rajouté des couches, et je me suis enlisée dans cette situation, alors qu'elle rêve que ça va risquer d'être renouvelé, etc. Oui, elle espère, bien sûr. Oui. Voilà, elle espère, alors que bon, moi, connaissant la situation, j'ai de très gros doutes sur le fait qu'elle puisse potentiellement être renouvelée. Mais puis même si elle l'est, à la limite, ça pourrait être une bonne surprise. Mais bon, au lieu de ne rien dire et de remercier, de féliciter, j'en rajoute, et donc je fais du mal. Mais oui, c'est-à-dire qu'à un moment, vous ne savez plus vous arrêter, c'est-à-dire que presque vous n'écoutez plus l'autre, vous êtes en boucle dans votre raisonnement à vous. Absolument. Oui. Je crois toujours que j'ai toujours raison. On est beaucoup comme ça, on aime bien avoir raison. Bon, alors j'ai peut-être raison un peu, mais j'ai sûrement un peu tort aussi. Donc, alors ma grosse question est, le mal est fait, mais pourquoi elle a mal vécu? Elle a mal vécu. Elle a bien encaissé le coup, mais elle était avec sa maman qui était avec elle, qui est une personne assez âgée et qui elle l'a très mal pris. Parce que sa fille a fait des études, elle avait un poste à responsabilité, etc. Et donc c'est pas possible. Elle fera un scandale si on la renouvelle pas. Enfin bon, sa fille c'est sa vie, c'est normal. Elle veut pas admettre des choses qui elle est du coup pas très lucide. Elle est trop proche de sa fille, donc elle ne voit pas les choses comme vous pouvez les voir. Donc je pense que j'ai choqué sa mère, et elle a bien caché mais certainement j'ai dû la choquer aussi. Donc j'étais avec un couple d'amis qui m'ont fait des remarques et sur le moment, mais j'ai pas tout compris, j'ai pas voulu arrêter. Vous savez, quand on est parti. Oui, vous êtes impulsif, quoi. Vous vous emportez. C'est ce que je dis. Je parle trop et je dis toujours ce qu'il faut pas dire. Quand il y a quelque chose qu'il faut pas dire quelque part, je me précipite. Vous êtes gaffeuse. Vous êtes gaffeuse. Oui, sûrement. Oui, d'accord. Et bon, alors ma grosse question, c'est moi j'aimerais essayer de m'excuser, mais est-ce que je peux m'excuser et comment m'excuser sans risquer de repartir encore avec mes arguments que je risque de défendre pour me justifier? Ah oui, dans ces cas-là, on n'en finit pas. Dans ces cas-là, on est reparti dans un autre, dans le même débat et non, si vous pouvez, si vous pensez l'avoir blessée ou avoir elle qui met beaucoup d'espoir dans ce poste, peut-être lui dire que déjà, si vous avez envie de vous excuser, semble-t-il. Donc vous pouvez lui dire, je me suis rendu compte qu'elle vous connaît, elle sait que vous avez cette personnalité assez explosive. C'est une amie de longue date? C'est une amie, oui, de très longue date, mais bon, je ne sais pas si elle me connaît vraiment. C'est pas une très grande amie, c'est une personne que je connais depuis très longtemps et avec laquelle j'ai eu d'abord des relations professionnelles et puis des relations amicales après. Mais bon, c'est pas facile. Vous pouvez, non, mais parce que sinon, je trouve que déjà la démarche d'aller vers elle en lui disant que vous étiez un peu dans votre pris dans votre raisonnement comme souvent le cas et que vous avez vous lui souhaitez très sincèrement
que ce contrat, qui est pour le moment un CDD, puisse déboucher sur un CDI. Oui. Que vous lui souhaitez vraiment, que finalement vous craignez pour elle et que, si j'ai bien compris, vous trouviez qu'elle était un peu, elle était surqualifiée par rapport à ce poste qu'on lui proposait. Elle est surqualifiée par rapport au poste qu'elle va avoir occupé et surtout, elle a l'air d'être à peu près sûre qu'il y aura des prolongations. Alors que moi, personnellement, je suis à peu près sûre mais ne lui gâchez pas sa joie parce que là, du coup, vous jouez un peu les oiseaux de mauvais augure. Mais moi, je me disais que quelquefois, personnellement, j'aime mieux avoir une bonne surprise qu'une mauvaise. Oui, vous. Donc mais il faut accepter le pire et trouver le meilleur. Bon, vous fonctionnez comme ça, mais d'autres peuvent avoir une vision du monde différente, et c'est ce qui est un peu compliqué. Voilà, c'est ce qui est peut-être un peu compliqué pour vous, c'est que et vous n'êtes pas la seule, hein, ça je vous rassure, mais vous voulez peut-être imposer votre point de vue. Et surtout quand il y a quelque chose qui vous échappe, que vous ne comprenez pas, d'un fonctionnement qui est différent du vôtre. Oui, tout à fait. Oui, hein? Oui. Donc, c'est ce que vous pouvez lui dire, voilà, moi j'étais dans cette idée-là parce que moi, c'est ma façon d'être. Et il ne s'agit pas de reprendre l'argumentaire. Moi, je préfère, c'est une façon de parer les mauvais coups, mais vraiment, je me réjouis de ça et j'espère, pour toi, vous pouvez lui dire que ça va marcher comme tu le penses, je te le souhaite, de tout cœur. Oui, parce qu'il sera toujours temps, si vous voulez. C'est là où à un moment il faut savoir lâcher l'affaire dans des discussions. Et c'est ce qui est parfois compliqué, parce qu'on veut à tout prix s'affirmer, exposer son point de vue. Et puis si on a quelqu'un qui nous apporte la contradiction, voyez, mais il faut pas après que ça tourne au monologue, parce que sinon il n'y a plus d'échange possible, ou alors il ne peut y avoir des échanges qu'avec des personnes qui sont du même point de vue. Ce qui finalement, au bout du compte, c'est sûr, du coup on n'a pas de contradicteur, mais ça devient un peu, on tourne en rond aussi. Et vous pensez qu'il vaut mieux être en face à face pour s'expliquer, ou si c'est quelque chose qu'on peut faire par téléphone? Par mail, sûrement pas. Oh non, moi, j'en sais rien. Non. Moi, je pense que ça serait mieux d'être en face à face. Si vous pouvez, à moins qu'elle soit à distance. Elle est loin de vous. Ça peut peut-être se faire. Ça serait mieux. Moi, je pense que c'est mieux, hein, c'est toujours mieux. Ce qui n'empêche que il faut pas trop traîner, hein, quand il y a comme ça quelque chose qui peut être de l'ordre d'un malentendu. Honnêtement, normalement, on doit de toute façon se contacter pour des raisons professionnelles. Je dois lui donner des éléments, des choses. Donc, de toute manière, je dois la recontacter. Et aujourd'hui, elle n'était pas disponible. Donc ça, je savais que je pouvais pas la joindre. Non, mais sinon, vous savez, il est toujours possible de lui envoyer un petit texto, un petit message, voilà, comme ça, pour amorcer un peu les choses. Et puis après, vous en parlez avec elle. Mais si vous en parlez avec elle, ça veut dire qu'il faut que vous relancez pas le débat, hein, surtout. Vous relancez pas le débat. Tu comprends? Je suis désolée, mais si je t'ai dit ça, c'est parce que je pense, et au fond, je te dis ça parce que je pense bien que j'ai raison et toi, t'as tort. Oui. Vous voyez, donc dans ces cas-là, non, il faut savoir lâcher du lest. Vous pensez différemment, vous n'avez pas la même vision. Bon, vous lui souhaitez que ça se concrétise et vous pouvez lui dire, puisque c'est plutôt positif pour elle, ça montre que vous vous souciez aussi par rapport à elle et que vous portez un regard plutôt bienveillant et positif quand vous lui disiez qu'elle était surqualifiée pour ce poste. Mais après tout, et dire vous pouvez dire voilà, c'est ce qui m'embêtait. Vous pouvez lui dire, ça m'embêtait pour toi. Parce que c'est vrai que par rapport à tes compétences, c'est ça qui vous ennuyait, mais c'est sa décision. Et vous pouvez lui dire, je comprends, y a rien, le chômage, c'est très destructeur aussi, hein. On se dévalorise, on se déprécie. Donc, après tout, si ça ne marche pas, si ça marche, tant mieux, puisqu'elle a l'air ravie. Et puis peut-être que d'elle-même, elle va se rendre compte qu'elle est en dessous de ses capacités, que ça lui plaît pas. Et peut-être que dans ces cas-là, pendant cette période-là, elle cherchera ailleurs. Mais ça lui remet un peu le pied à l'étrier. Oui, être au chômage, c'est pas valorisant. Hein, c'est sûr. Hein, ouais. Être au chômage, c'est pas valorisant. C'est dur. Je vais passer par là, mais. Voilà. Oui. Oui, donc concrètement, j'essaye de la joindre et puis j'essaye d'être le plus court possible dans des excuses. Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas vous confondre en excuses, mais il faut dire que si vous n'avez pas, ce n'était pas votre intention de la blesser, mais vous vous rendez compte que peut-être malheureusement vous l'avez fait et que tout à fait. Voilà. Et là vous voyez un peu comment elle réagit.
Elle va dire non, peut-être pas, ou si dire écoute, je me suis trop emportée, malheureusement j'ai un peu, c'est dans mon tempérament, et lui dire les choses, et puis assez tranquillement et assez rapidement, pour pas laisser dans ces cas-là, il faut le faire assez rapidement parce que c'est là où après ça s'envenime. Oui, tout à fait. Où on commence à s'en vouloir, où il y a de la rancœur, où on sait plus comment revenir. Vous voyez, quand on tient à quelqu'un, soit on profite d'une dispute parfois pour mettre un terme à une relation qui nous était devenue pesante, ça peut arriver aussi, mais si on tient à la personne et à la relation, dans ces cas-là, il vaut mieux reprendre rendez-vous assez vite. Oui, le but au contraire était justement de montrer que j'étais contente qu'elle ait trouvé ce job, mais j'ai dit des choses qu'il fallait pas dire. Vous lui dites finalement, mes propos dépassent ma pensée comme souvent. Oui, voilà. Yanninon a dit, moi je ne rementionnerai pas explicitement la question, indirectement je parlerai des bénéfices de la signature d'un nouveau contrat. Vous pouvez dire j'ai réfléchi et c'est vrai que je me suis emportée, alors qu'en fait tu as raison, c'est une bonne chose que pour toi de pouvoir te remettre le pied à l'étrier, être à nouveau dans le monde du travail et tout ça. Voilà. Et puis ça se trouve d'elle-même, elle va dire mais oui, bon, j'avais bien compris, c'est pas très grave. Il y a Brigitte qui dit, vous savez, comment ? C'est une amie qui elle minimise toujours. Voilà, bon, c'est pour ça que vous vous entendez bien. Ça fait un équilibre. Oui, sûrement. Bon, mais moi je trouve déjà bien que vous ayez pu avoir conscience de la blesser. Il y a Brigitte qui dit, vous savez, on n'est pas obligé d'avoir le dernier mot. Il faut la laisser penser ce qu'elle souhaite et puis se réjouir de ce nouveau contrat. Non, j'avoue que j'ai pas tout de suite pensé toute seule. J'ai été très aidée par les amis qui étaient avec moi. Oui, mais c'est comme ça, on se laisse emporter. C'est l'avantage d'avoir des amis très proches qui savent vous dire quand vous faites des bêtises. Mais ça, vous n'êtes pas obligé de le dire. Vous non, si ça venait de vous. Hein ? Oui, tout à fait. Voilà. Ça devrait bien se passer. Beaucoup, Caroline. Je vous en prie. Au revoir. Merci, au revoir, Charlotte. Bonne soirée. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir Nadia. Bonsoir. Bonsoir. Je suis contente de vous avoir au téléphone. Mais moi aussi. D'abord, je tenais à vous souhaiter mes meilleurs vœux. Merci beaucoup. Très belle année à vous aussi. Oui, à vous et ainsi qu'à toute l'équipe. Et donc, voilà, j'aurais tendement aimé vous discuter d'une relation ça fait donc 2 mois qu'elle s'est terminée. Et elle a duré à peu près 11 mois. Donc avec un monsieur. Et en fait, c'était une relation extrêmement traumatisante pour moi, dans le sens où, si vous voulez, aujourd'hui, pour en avoir parlé autour de moi, on m'a dit, et c'est pour ça que je voudrais avoir la confirmation avec vous, donc j'ai eu affaire à un monsieur qui était donc ce qu'on appelle un pervers manipulateur narcissique. Donc, en fait, dans le sens où au début, tout était super, quoi. Enfin, c'était vraiment l'homme idéal, quoi. Et bon, avec le recul, c'est ce que maintenant, pour avoir lu certaines choses, j'avais l'impression qu'en fait, il voulait me séduire tout de suite, assez rapidement, quoi. Quelque part, il est un peu surjoué, quoi. Enfin. Il me faisait des choses qui me regardaient dans les yeux, me prendre ma tête entre ses mains, etc. Et puis me regarder dans les yeux, me dire des choses assez fortes, etc. C'était, avec le recul, c'était assez troublant, quoi. Enfin, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Et ça a été très rapide. Si ce n'est que vous avez été très séduite par cet homme, mais jusque-là, je vois pas en quoi pour autant ça peut être un pervers narcissique. C'est que vous êtes tombée très vite sous le charme de cet homme, mais non, je n'ai pas terminé. C'est-à-dire qu'au début. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un pervers narcissique ? C'est-à-dire qu'au départ, j'étais la femme exceptionnelle. Oui. Souvent c'est ça, dans une relation amoureuse quand on est. Mais ensuite, c'était les reproches. C'était. J'étais devenue. Je n'étais devenue que la caricature de mes défauts, quoi. D'accord. Et au bout de combien de temps ? Un an, c'est ça ? Non, plutôt. Où ça s'est dégradé. Oui. Au bout de 3 mois. Ah oui, très rapidement. J'ai vécu. On est allés en voyage ensemble. Donc avant ça, c'était la Saint-Valentin parce que c'était rencontré en décembre 2012. Oui.
Et en fait, à la Saint-Valentin, on me paye une chambre d'hôte, ici à 800, enfin... Et alors la dame qui nous accueille, elle me dit, vous savez, il est très amoureux de vous, etc. Il m'a présenté très rapidement à tous ses amis. D'abord, on s'est rencontrés le 10 décembre, on s'est réellement mis ensemble le 25 décembre, et le 21 janvier, il fêtait son anniversaire. Donc il avait invité, je sais plus, 150 personnes à peu près. Et donc il me présente à tous ses amis, enfin ce qu'il lui appelle ses amis, hein. Et j'apprends par la suite que c'est plus des connaissances, plus que des amis, entre guillemets, enfin pour la plupart d'entre eux en tout cas. Et donc très rapidement, il me présente à sa maman, parce qu'il est fils unique, hein. Il a perdu son papa à 4 ans et demi. Oui. Et tout ça, son histoire de vie, je pense que ça a de l'intérêt aussi dans la construction de sa personnalité, il me semble, hein. Et donc après, je vous dis, on part, il me paye une chambre d'hôte, il me paye un week-end, etc. Ensuite, on part en vacances, et puis très rapidement, on vit ensemble. Enfin, je viens vivre chez lui. Et tout doucement, comme on dit, le masque tombe d'un homme super charmant, séduisant, et qui répondait vraiment à tous mes critères, quoi, parce que c'est ce que avec le recul, encore une fois, c'est ce dont je me suis rendu compte. Au début, il ne parlait pas du tout. C'est-à-dire, je faisais les questions et les réponses, j'avais même l'impression qu'il était timide, ou subjugué, même par moi. Et en fait, je me dévoilais en disant, voilà ce que j'attends, voilà c'est mes aspirations, etc. Et en fait, carrément, il me dit que lui aussi, ça c'est par la suite, hein, mais c'est sur les 3 mois, comme quoi que lui aussi il voulait fonder sa famille, avoir des enfants, etc., machin, tout ça. Et c'est quelqu'un qui est dans les travaux, vous savez, qui achète qui a eu un héritage assez important de son papa et de ses grands-parents, et qui a beaucoup investi dans l'immobilier, vous savez. Donc il a comme ça acquéri un certain nombre de biens et qui rénove et qui met en location. Et tout ça, c'est lui qui prend en charge en plus de son travail, quoi. Donc, pareil, 3 semaines après qu'on se rencontre, il achète une maison, hein, un grand bâtiment qui est tout à rénover, etc. Et ça, je vous dis ça parce que ça a de l'importance par la suite, hein. Et en fait, ensuite, on part en voyage, je vous dis, en mars, tous les deux, donc en Égypte, faire des vacances de rêve, etc. Et très vite, donc je vous dis, ce n'est plus le même que j'ai rencontré, quoi. C'est vraiment un monsieur complètement, parce qu'on vit très vite ensemble, aigri, qui a une vision hyper négative de la société, qui est hyper jaloux, moi il se levait parce que je fais les postes, hein, donc il se levait au moment où je me levais, alors que lui il faisait des horaires de bureau, hein. Il se levait à 5h30 pour voir comment j'étais habillée, à me dire oui, vous dites tout ça, pour le peu j'avais mis quelque chose qui était un peu décolleté où on voyait mes bretelles de soutien-gorge, j'avais le droit à une scène, et j'essayais de le rassurer tant bien que mal, mais rien ne faisait, quoi. J'avais l'impression qu'il avait toujours un doute. Ensuite, quand il rentrait, que j'étais là à la maison, c'était tout le temps, je vous dis, des reproches, tout était prétexte à avoir un conflit, quoi. Je sais pas si j'arrive à faire. Et alors aujourd'hui, oui, mais si vous voulez, Nadia, ce qui m'interroge depuis le début que vous me parlez, c'est que vous me parlez de lui, mais pas de vous. Et dans quel état ça vous laisse? Parce que qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez... Qu'est-ce que vous cherchez à savoir finalement? Si c'est un pervers narcissique, est-ce que ça vous rassurerait de savoir s'il l'est? Franchement, ça me rassurerait. Parce que finalement, dans quel état êtes-vous? Moi, ça m'a complètement bouffé toute mon énergie. D'accord. Parce qu'il est plus important de parler de vous à travers vous. Bien sûr, vous allez parler de cette relation, mais parce que si vous voulez, moi je ne suis pas là, vous pensez bien, pour établir un diagnostic. Déjà, ça n'aurait pas de sens de poser des diagnostics à l'antenne, et encore moins par personne interposée. Oui. Déjà, je ne le fais pas directement. Il y a une question d'éthique quand même. On ne fait pas de consultation comme ça à la radio, c'est pas le lieu. Mais encore moins pour une personne. Alors peut-être ça vous rassurait parce que vous n'avez pas compris finalement. Il y a quelque chose dans dans le comportement de cet homme où vous étiez tout pour lui. Vous avez cru que c'était une belle histoire, que c'était enfin l'histoire. Et puis malheureusement pour vous, ça a viré à quelque chose de
à l'enfer. Voilà, quelque chose de cauchemardesque dont vous avez du mal à vous remettre. Ouais. Voilà. Ouais, vraiment, je vous dis, je suis passée du conte de fées à l'enfer. Du paradis à l'enfer, quoi. Ouais. Ah non, c'était... Et en très peu de temps, En très peu de temps. Et donc, mais si vous voulez, il peut être, voilà, c'est ça, et c'est ce qui est important, hein, c'est ce qu'on sent. Oui, c'est vrai, il devait avoir une emprise très forte, et puisqu'il continue à la voir d'une certaine façon, même si la relation s'est interrompue, puisque c'est pour ça que je me suis permis de vous interrompre, parce que vous parlez de lui plus que de vous. Ouais, non mais je vais en venir, parce que si vous voulez, ici, moi, ce qui me met en rage dans cette histoire, c'est qu'il a le beau rôle, encore une fois, parce que les gens que j'ai connus par son intermédiaire, ou les gens qu'il a connus par mon intermédiaire, il leur raconte, parce qu'il a une image, voilà, c'est ça. Oui. Il a une image, si vous voulez, hyper lisse, hyper serviable, tout ce que vous voulez, aimable, avec les gens extérieurs, quoi. Oui, pour la vitrine, c'est quelqu'un même dans ma propre famille, parce qu'il est rentré dans ma famille, etc. Et il a cette image, je vous dis, hyper le mec. Oui, charmant, séducteur, vraiment celui qu'on voudrait avoir pour ami, pour fils. Oui, tout à fait. Et en fait, en privé, il se montrait très très destructeur, très tyrannique. C'est possible. Il y a effectivement des éléments qui peuvent évoquer quelqu'un de manipulateur, de pervers. Ça m'a totalement traumatisée. Alors voilà, c'est très après c'est cette relation d'emprise, l'emprise qu'ils peuvent avoir, parce que quelqu'un qui a un fond pervers et manipulateur repère les failles chez sa victime, entre guillemets. Il va repérer les failles, donc il va très bien savoir ce qu'il faut lui dire pour la séduire ou pour le séduire, parce qu'il y a aussi des femmes qui ont cette personnalité-là. Oui, c'est un caméléon, ce sont des acteurs nés. Ils savent très bien, ils savent très bien jouer, se mettre en scène. Et une fois que l'emprise a lieu, là, ils se montrent sous leur véritable jour, en privé, toujours, et d'un côté très destructeur. Et c'est vrai qu'ils vampirisent souvent le psychisme de l'autre, ce qui peut expliquer, comme dans les relations d'emprise, que vous sortiez de là exsangue. Vidé. Mais moi, c'est ça que je comprends pas. Donc, il ne pouvait pas, c'est ça que je voulais en venir. Oui. Il ne m'a pas vraiment aimé. Est-ce que ce genre de personne peut tomber amoureuse? Ils ne savent pas aimer. Parce qu'au début, il faisait preuve d'empathie à mon égard. Oui, mais si vous voulez, alors moi je ne sais pas, parce qu'encore une fois, dans les véritables, quand on est dans la perversion, comme ça, non, ils ne savent pas aimer. Le but, c'est de s'approcher de l'autre. Mais ça fait partie ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas aimable et digne d'amour et que vous ne pourrez pas être véritablement aimé par un homme. Mais là, les personnalités de ce type, non, ne savent pas aimer. Il y a quelqu'un qui dit: j'ai vécu avec un pervers narcissique. Ils ont une véritable technique, oui, bien sûr, pour accrocher leur proie. Quand le masque est tombé, il m'a annoncé que j'étais une cible coriace. Vous avez des mots justes, vous dit cette personne, pour décrire ça. J'ai eu droit au même scénario. L'important, avant qu'on se quitte, puis c'est le journal de minuit, que vous puissiez, si vous sortez complètement vidé de cette relation et encore quand même très mal, il faut que vous puissiez en parler. Oui, mais pas aller en parler pour vous réparer, pour ne pas laisser perdurer l'emprise. D'accord ? Bon courage, Nadia. Au revoir. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Europe 1. Cette émission est la vôtre. Vous pouvez y parler de vous en toute liberté et sans tabou en appelant le 39 21. Vous pouvez aussi vous manifester par mail sur le site europe1.fr ainsi que par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Alors, un petit message justement de Ninon qui dit, suite au témoignage de Nadia qui nous parlait de cet homme, en se demandant si ce n'était pas un pervers narcissique, cet homme où elle sortait assez dévastée de cette relation. Elle dit: de toute façon, vu le constat que vous dressez, que ça soit avéré ou non, ça n'augure rien de bon pour la relation, partez. Je précise que Nadia était partie, mais que même en n'ayant plus de lien avec cet homme, elle s'interrogeait sur le fonctionnement de cet homme. Et à un moment, c'est là où la relation d'emprise continue et qu'il faut aussi savoir lâcher.
Et c'est-à-dire donc se recentrer sur soi, peut-être en parlant de soi. Allez, parmi les messages, j'ai eu un petit mail de Sarah qui me dit « Ce soir, mon gatito et moi fêterons notre première année de relation. C'est lui qui m'a fait connaître votre émission et il nous arrive très souvent de l'écouter ensemble. N'étant pas à ses côtés actuellement, c'est par votre intermédiaire que j'aimerais lui communiquer tout mon amour et mon désir de poursuivre sans fin le si joli chemin que l'on a commencé ensemble. » Écoutez, je suis ravie qu'il vous ait fait connaître cette émission, ma chère Sarah. Et puis alors, je voulais remercier Christophe, parce que pendant la petite pause là, de minuit, je suis passée à l'accueil, et là, on me dit, c'est pour vous, Caroline, et là, j'ai des chocolats, Jeff de Bruges, donc tout le monde est content. Et avec une carte, c'est ça qui est surtout très amusant, c'est la carte, une carte 12 ans, génial, tu as 12 ans aujourd'hui, tout le monde veut te féliciter, c'est toi qui décides, pas question de se coucher avant minuit, ça c'est sûr, le contrat est rempli, là, ça sera pas avant 4 heures au moins. Tu es beaucoup plus responsable qu'à 11 ans, je confirme, et tu vas pouvoir organiser une boum du tonnerre, ça c'est prévu, on fait une after. Félicitations, amuse-toi bien aujourd'hui, et c'est une carte très enfantine mais charmante, 12 ans, alors je pense que vous faites référence aux 12 ans de l'émission, avec Fifi on comptait 12 ans, mais ça serait pas plutôt 13, c'est vrai que l'émission elle existe depuis septembre 99, mais c'est l'intention qui compte, et en tout cas c'est charmant, merci beaucoup Christophe. Un petit SMS de Florence qui dit j'ai vécu 30 ans avec un homme de ce type, manipulateur, pervers. En effet, il n'aime personne, même pas leurs enfants. Il vous persuade que vous n'êtes rien, que vous ne le méritez pas. Une seule solution, fuir. Je suis d'accord avec vous, Florence. Dans ces cas-là, la seule solution, c'est la fuite. Sortir à tout prix de la relation d'emprise qu'ils instaurent. Alors Catherine, elle revenait sur le témoignage de Charlotte qui se demandait par mail. Catherine nous envoie un petit mail. Catherine est à Brest. Elle dit mais je réagis là actuellement après quoi ce que disait Charlotte. Charlotte nous disait qu'elle se demandait si elle devait présenter ses excuses par rapport à cette amie qui avait trouvé un emploi, et Charlotte disait elle pensait que ça allait pas être converti en CDI, alors que son amie qui est au chômage depuis un moment espérait beaucoup dans ce contrat. Donc elle lui dit apparemment c'est sa maman aussi que vous avez choqué. Pourquoi ne pas présenter ses excuses via sa maman? Je me suis emportée, j'ai choqué ta maman et j'en suis désolée. Voilà, merci pour vos conseils. Allez, on accueille maintenant c'est Bernard qui est avec nous. Bonsoir. Oui, allô? Bonsoir Bernard. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci de me prendre, je suis un petit peu ému. Mais vous êtes le bienvenu. On va essayer de se détendre. Oui, bien sûr. Alors, en fait, je pense qu'on vous a expliqué un petit peu le motif. Oui, c'était... Alors, je voudrais parler d'une forme de recherche d'emploi qui existe, dont on n'a pas parlé, on ne parle pas assez à mon avis. Pour vous situer, je suis le président d'une de ces associations, que l'on appelle les associations intermédiaires. D'accord, oui, je ne sais pas de quoi il s'agit. Alors, j'essaie de vous expliquer simplement. Oui. Lorsque, par exemple, le Pôle emploi ou la Maison de l'emploi n'arrivent pas à trouver du travail pour des gens en général peu qualifiés, ils nous les envoient, ou nous allons faire des séances de ce qu'on appelle d'information collective. En disant, je vais simplifier, on a quasiment la façon de travailler d'une agence d'intérim, mais sans avec un objectif très lointain. C'est-à-dire que notre association va faire des informations collectives, reçoit des gens envoyés par le Pôle emploi avec une fiche de liaison. Nous les accueillons, j'ai des conseillers en insertion et en recrutement qui les reçoivent, qui font une formation d'accueil, d'information, qui leur explique ce qu'on attend d'eux. Ensuite, ils les reçoivent, pour ceux qui restent et qui sont intéressés, ils les reçoivent individuellement. On les oriente vers les différents postes que nous pouvons leur proposer. Alors, nos principaux postes sont des postes en restauration scolaire, en agent d'accueil dans les centres d'accueil, style Croix-Rouge, SAMU Social, Emmaüs. Alors là, c'est un énorme progrès pour eux, parce que très souvent, les gens qui se retrouvent dans ces postes d'agent d'accueil sont des gens qui ont vécu dans ces centres. Donc, ils se trouvent valorisés de par le fait d'être passés de l'autre côté. Et
notre but n'est pas seulement de faire, si j'ose dire, de l'intérim, mais nous avons un contrat à la fois moral et de reconnaissance avec la direction du travail, d'insertion. C'est-à-dire que ces gens-là sont suivis en entreprise par nos conseillers. Entre-temps, nous avons des assistantes, des mises à disposition qui envoient les gens en fonction des demandes. Et notre but est qu'ils soient embauchés. Mais c'est formidable. Comment se fait-il alors que dans le contexte économique actuel, on ne parle pas plus de vos associations? Mais écoutez, pourtant il y a une fédération qui s'appelle le CORAS, je dis tout. Oui, allez-y, bien sûr. Attendez, si ça peut rendre service à des personnes qui sont en recherche d'emploi et qui ne trouvent pas... Je vais vous situer quand même, si je peux me permettre, je ne fais pas de la publicité, je n'ai pas donné le nom de mon association. Vous pouvez, hein je peux, d'accord, ça s'appelle Optime Emploi. Optime Emploi. Oui. C'est une association loi 1901 Loi 1901. À but non lucratif? Pardon? À but non lucratif? À but non lucratif. D'accord, oui. Notre mode de subsistance, si je peux dire, oui. c'est qu'à partir du moment où on a fait, ça malheureusement, travailler que 750 heures les gens par mois, mais on s'échange entre associations, encore réserve à 750 heures, on ne paye que 20% de charges sociales. D'accord. Alors, vous voyez, donc on est sûr. concurrentiel par rapport aux agences d'intérim. Oui. Et en même temps, on gagne un peu notre vie parce que j'ai quand même 15 permanents. Oui. Il faut bien rémunérer, c'est la moindre des choses. Et pour vous situer, ce que l'on peut faire, c'est que cette année, nous avons à peu près pourvu à 160 000 heures de travail. Mais oui, mais c'est considérable. Oui. Tous les ans, chef comptable, tous les mois, ma chef comptable sort à peu près 300 payes. Alors, attention, je suis réaliste. Oui. Malheureusement, ce ne sont pas toutes des payes, c'est très peu de payes à temps complet. Oui, vous avez... Les cantines scolaires, elles arrivent à 8 heures du matin, elles terminent à 14 heures, vous voyez. Les agents d'accueil, par contre, eux, généralement, s'ils travaillent la nuit, ils travaillent à temps complet. D'accord, donc là, oui, c'est déjà, ça permet plus de se lancer. Ça met le pied à l'étrier. Voilà. Alors, parce que je pense, vous avez entendu Christophe hier, cet auditeur. Hier, D'accord. Alors, je tiens à le dire, c'est pas du tout péjoratif, nous ne sommes pas spécialisés. Je pense qu'il y a des associations plus spécialisées que nous, mais c'est pas un critère. Mais nous ne sommes pas spécialisés dans les gens qui sortent de prison. Nous, on accueille les parce gens... que j'en parle pour ceux qui n'étaient peut-être pas à l'écoute hier soir, comme vous, Bernard. Hier, nous avons eu l'appel de Christophe qui parlait des difficultés de la réinsertion, puisque lui a été détenu pendant assez longues années, et c'est vrai qu'il avait un bon CV, il avait un CAP de cuisinier, également de peintre, mais le fait d'avoir fait ces années de détention, ça, c'est malheureusement, je préfère être franc avec vous, c'est malheureusement dans le système public, on nous demande parfois un extrait de casier judiciaire. Ah oui, ça, il y a certains postes qui lui seront complètement... agent d'accueil, oui, bien sûr. Quelqu'un qui aurait fait du trafic de drogue ou autre comme ça. Non, franchement... Bien sûr, oui, non, mais ça, dans certains postes, il y a même des concours, enfin, c'est pas possible. Voilà. Mais je pense dans les cantines scolaires, après, tout dépend, on est en droit de demander peut-être, enfin, je sais pas si on est en droit d'ailleurs, mais enfin, l'employeur peut s'informer de la peine, parce que cantine scolaire, vous n'allez pas recruter quelqu'un qui a fait de la détention pour pédophilie, par exemple. Non, a priori, non, même s'il n'est pas au contact directement des enfants, on va pas le mettre... mais non, mais c'est pas votre rôle de fliquer, je suis bien d'accord, mais vous pouvez vous entourer d'un minimum de précautions. Derrière notre client, ça je peux pas... Je précise que c'était pas du tout la situation de Christophe. Oui, d'accord. Mais et donc Christophe disait qu'il se sentait assez démuni par rapport à cette recherche d'emploi. Je prends un exemple, l'exemple concret, qu'il aille au Pôle emploi, qu'il demande une fiche de liaison, et qu'il vienne voir une association intermédiaire comme la mienne. Il faut une fiche de liaison à la base. Faite par le Pôle emploi. D'accord. Je vais être méchant, on les aime bien, qui aiment bien faire ça parce qu'ils disent celui-là, ils vont s'en occuper. Qui aime bien châtie bien. Voilà. Donc vous voulez dire par là qu'il vous envoie, entre guillemets, les personnes qui c'est un peu difficile. Des difficultés à trouver du travail. D'accord. Donc vous avez en général les situations les plus complexes à démêler. On peut dire ça comme ça. Et malgré ça, vous proposez, rappelez-nous, combien d'heures de travail ça dépend des postes. Non, mais vous avez donné un total. Vous avez donné un total cette année. Cette année, on va faire 160 000 heures à peu près. Chaque mois, 13, 14 000 heures.
je vous dis 300 personnes, ma chef comptable se prend la tête tous les mois pour sortir 300 peignes. Que vous dire de plus? Alors, si, des choses importantes. On fait un petit peu d'emploi, ce qu'on appelle les emplois familiaux. Oui. 2 heures de ménage, 2 heures de repassage, des trucs comme ça, garde d'enfants. Donc c'est un débouché également. Alors si, important, les gens, on a beaucoup de personnes étrangères, alors, bien entendu il faut qu'ils soient en règle, ça on ne peut pas se permettre de prendre des gens qui n'ont pas de permis de séjour en règle, ça. Oui, allô? bien sûr, oui, je comprends. Oui, je comprends. Là, on est vraiment obligé de oui, vous êtes obligé de tenir compte d'un cadre législatif. Hein. Voilà, oui, bien sûr. Ah oui. Par contre, s'il y a un problème de français, par d'autres associations donnent des cours d'alphabétisation. Et alors, régulièrement, tous les ans, il y a une petite fête à l'association parce que ces dames, en général, obtiennent leur premier diplôme de leur vie. Le diplôme d'alphabétisation. Oui. Alors, et ça existe depuis combien de temps, cette fédération? Écoutez, nous, Optimum Emploi, on existe depuis 25 ans. Bon, alors, ceci dit, avant que j'arrive, je ne veux pas me vanter, mais ils étaient 4. Bon, le président, la directrice à l'époque ont fait un travail extraordinaire. J'ai pris le relais en 2003. Avec une nouvelle directrice, parce que l'autre ancienne qui avait vraiment lancé l'association et le président aussi nous ont passé les rênes. Maintenant, nous sommes 15 permanents. Enfin, il y a 15 permanents. Donc, on est devenu une PME, si j'ose dire. En souriant, en disant, on fait une votre PME, petite entreprise, à vous, ne connaît pas la crise. Non, pas vraiment. Malheureusement, attendez, excusez-moi de vous reprendre. Non, mais je Cette année, on a connu la crise. On a connu la crise parce que les centres d'accueil, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour la première fois de sa vie, le SAMU public a fait quand même grève. Oui. Son président a démissionné. Oui, bien sûr. Oui. Les foyers d'accueil ont ouvert beaucoup moins souvent et dans des conditions beaucoup plus restrictives que les années précédentes. Mais c'est pas cette année, ça date... Là, cette année, j'espère que ça... Oui, non, c'est pas cette année-là. Il y a eu beaucoup de subventions aux associations qui ont été coupées. Ah oui, bien sûr. Je peux vous donner le chiffre. Oui, tout à fait. La Croix-Rouge, le SAMU social... Oui, mais ça, ce sont des décisions politiques derrière. Voilà, mais qui ne sont pas liées. C'est plus ancien. Mais nous, il y a 2 ans, on a fait 180 000 heures. Vous voyez, ça quand même... Bon... mais je dire, nous ne sommes pas seuls sur la place de Paris. On est 2-3 à peu près à notre niveau. D'autres, ce sont des plus petites, mais qui sont toutes aussi valeureuses que nous. Oui. Et alors, comment faites-vous? Parce qu'il y a Ninon qui dit oui, mais il y a aussi la question des surdiplômés qui trouvent pas de travail. Et alors vous, c'est plutôt pour les personnes qui ont un manque de formation, ou vraiment pour qui Pôle emploi ne trouve pas de travail, mais c'est souvent soit parce que il y a d'un côté ceux qui n'ont pas de formation, mais il y a aussi, Ninon a raison de le préciser, les surdiplômés. Et là, vous pouvez pas... parce que je peux rien faire. Ouais, d'accord. Non, vous pouvez pas. Vous avez chacun. Il vaut mieux savoir quelles sont vos zones d'action, votre public ciblé. Excusez-moi. On a 2 branches. Une branche association intermédiaire qui travaille. On va généraliser avec les pouvoirs publics. Croix-Rouge, SAMU social, Emmaüs, cantine scolaire, etc. Celle-là, 160 000 heures. Et puis on vient de lancer une branche entreprise qui s'appelle une ETTI, c'est-à-dire une entreprise de travail temporaire d'insertion, donc toujours avec le même but, que les gens trouvent du travail à la fin de leur mission. Et là, l'État a mis en place ce qu'on appelle des clauses d'insertion, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des marchés publics, les entreprises, comme cela se faisait dans le temps pour les handicapés, les entreprises étaient obligées d'employer un certain pourcentage d'handicapés. Et maintenant, lorsqu'il y a un marché public, ils sont obligés de prendre un certain nombre de personnes en insertion. Alors là, on se bat entre nous, c'est pas vrai. Mais il y a offre de marché. Et à chacun d'emporter le marché, quoi. Et nous, actuellement, entre autres, on travaille sur Beaugrenelle. Alors là, c'est de l'industrie, c'est carrément du bâtiment. D'accord, bon. Et bâtiment, tireur de câbles, porteur pour nettoyer des chantiers. Mais alors là, à chaque fois, pour résumer, pour conclure, il faut passer, c'est-à-dire qu'il faut déjà être inscrit au Pôle emploi, et à ce moment-là... ou être envoyé de temps en temps, être envoyé par une association, style Croix-Rouge. D'accord, c'est ce que vous aviez dit.
Hein, à la limite, on leur dit, bon, écoutez, vous venez nous voir, on discute, vous allez au Pôle emploi, vous demandez une fiche de liaison et vous revenez nous voir. Parce que Christophe ne l'avait pas évoqué, on lui en a pas parlé, alors que... Eh ben, faut qu'il en parle au Pôle emploi. Il faut qu'il en parle au Pôle emploi, parce Absolument. que éventuellement, quelqu'un qui, même s'il a un CV qu'il a fait de la prison, c'est pas votre spécialité, on l'a bien compris, oui, non, mais vous n'êtes pas fermé. Non. Voilà. Non. D'accord. Donc, c'est important pour les personnes qui sont inscrites à Pôle emploi. Pôle emploi ne trouve pas de travail. Enfin, ça n'avance pas. Pôle emploi les fait traîner pendant 6 mois ou 8 mois, qu'ils demandent une fiche de liaison pour aller vers une association intermédiaire. Il y a les maisons de l'emploi aussi avec qui on travaille. D'accord. Et surtout, je tiens à insister là-dessus, c'est qu'une fois que l'on envoie les gens on va dire en entreprise, que ce soit des cantines scolaires, des foyers d'accueil ou même des entreprises, nos conseillères en recrutement et en insertion font de suivi sur le terrain, ou reçoivent les gens pour savoir comment ça se passe, vont voir les clients pour savoir comment ça se passe. Si ça se passe pas très bien, elles reçoivent ou ils reçoivent nos salariés. D'accord. Et vous pouvez citer votre site ? Optime Emploi. Alors le site, je ne connais pas. On est en train de le refaire. Oui. Mais Fifi est dessus, là, il me dit qu'il est bien fait. Hein. Pardon ? Fifi est dessus et il me dit qu'il est bien fait, votre site. Ah bon ? Mais si vous voulez encore l'améliorer... on va en changer, on est en train d'en changer. D'accord. Bravo Fifi. Vous savez, il est très réactif. Ah non, mais vous savez, ça doit faire... Vous parliez tout à l'heure de 13 ans, je crois que ça fait que 13 ans que je vous écoute. Ah bon ? Et alors, vous m'aviez pas encore appelé, Bernard, pour me parler de votre association. Je vous parlais à beaucoup ouvert, presque. J'ai appelé une fois pour protester de façon... véhémente, oui, contre un coup de fil ignoble. Ah bon ? Qui avait été passé, je pense qu'on va se comprendre à mi-mot, à propos d'Angoulême. Angoulême ? Qu'est-ce qu'il y a à Angoulême ? Quelqu'un qui porte votre nom. Ah oui, c'était Toulouse. Toulouse. Ah je sais plus. Alors, parce que quelqu'un de ma famille, oui, par rapport à un avocat. Voilà. Oui. Alors, j'avais hurlé, j'avais envoyé un mail, et vous avez c'était gentil. Mon prénom à l'antenne, en me remerciant. Ah bon. Oui, je sais pas si la personne était réellement mal intentionnée, mais enfin bon, c'était des affaires privées. C'était des affaires privées, et bon voilà. Vous voyez, c'est les histoires de famille. Hein. Justement, dimanche, je fais une émission sur cette thématique de la famille avec Nicole Prieur, où on va parler des petits règlements de compte entre familles. Moi, j'ai rien, aucun problème. Hein, rassurez-vous, je ne vais pas déballer tous mes cadavres qui sont dans le placard familial de l'histoire du Blanche. Mais donc on parlera de ça. Vous voyez, grâce à vous, ça me permet d'en parler. Moi, je tiens à vous dire que. Pardonnez-moi l'expression, je m'endors quasiment tous les soirs avec votre voix. Mais vous pouvez, oui. Hein ça ne me choque pas. Je pense que quasiment depuis le début, je vous écoute. Ouais. Ah oui, voilà. Vous êtes un fidèle, je vous remercie. Je dis non d'une pipe, je vous appelle. Là. Oui, vous avez bien fait, parce que franchement, ça peut être très utile. Vous voyez, Fifi m'amène votre site, là, c'est www.optime, optim-emploi.fr. www.optime-emploi.fr. Voilà. Il y a même un numéro de téléphone qu'on peut donner. 43 87 55 84. Voilà, 01 43 87 55 84. Écoutez, si ça peut aider des personnes qui actuellement sont dans une situation difficile. Je ne peux pas m'engager à 100%. D'abord, je ne suis qu'un pauvre président bénévole. Prévenez. Vous êtes bénévole, mais il y a des permanences. Ça risque de sonner demain ou d'avoir des mails. Tous les jours, je vais prévenir la directrice en arrivant demain matin en disant attention, tu vas avoir du travail. Et attention, ceux qui appellent de la part d'Europe 1, il faut leur trouver un job. Alors là, je vais passer la Le truc terrible. La pression. Non, mais vous vous décarcassez pour les auditeurs quand même d'Europe 1. Écoutez, c'est normal. D'accord. Je crois que si dans cette vie, on pense pas un petit peu aux autres. Oui, c'est vrai. On se demande un petit peu ce qu'on fait sur Terre. Merci en tout cas d'avoir pensé aux autres comme ça en nous appelant ce soir, et ça m'a donné l'occasion de vous parler. J'en suis ravie. C'est un plaisir pour moi également. Mais je me permets de vous embrasser. Mais moi aussi alors. Au revoir Bernard. Au revoir, merci Caroline. beaucoup. Au revoir.
Ah, mon cher Bernard, demain il va falloir assurer la permanence parce qu'il y a déjà des appels qui arrivent au 3921 pour des auditeurs qui ont redemandé à avoir votre numéro de téléphone de votre site, donc www.optime-emploi.fr, le téléphone 01 43 87 55 84. Moi je sens que vous allez avoir des appels là. D'ailleurs il y a quelqu'un qui dit merci à Bernard pour son intervention. Waouh, ça fait du bien de l'entendre. Bravo à lui, je l'embrasse également. Voilà, peut-être des débouchés, on l'espère en tout cas pour vous. Et puis il y a Mimoun qui dit nous sommes nombreux à nous endormir avec vous et merci encore pour tous les sujets traités. Merci à vous parce que vous savez, c'est pas nous qui définissons les sujets hormis dans la mensuelle thématique, mais sinon c'est vous qui appelez et qui faites la diversité de cette émission et c'est pour ça que parfois ça arrive parfois, il y en a qui râlent un peu, c'est normal, les Français sont un peuple très râleur, donc qui disent oui, toujours le même sujet, il faut changer, trop long, trop si. Proposez, vous êtes libre, c'est votre émission, vous appelez le 3921 et vous dites voilà, moi j'aimerais qu'on aborde ce thème, ça me concerne, on en parle ensemble. Alors là maintenant nous allons accueillir Sarah. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Bonsoir. Caroline, est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, très bien. D'accord. Et vous ? Oui, ça va. Bon. Il y avait des petits problèmes d'interférence, mais j'ai baissé ma radio, donc voilà. Alors je vous appelle, je suis déjà intervenue il y a à peu près un mois dans votre émission, parce que je venais de commencer une relation avec un garçon qui était un petit peu instable. Et en fait, j'ai continué la relation et j'ai eu une expérience très très violente mercredi dernier. Oui. Il a été violent avec moi et quand je dis violent, alors je sais, moi je suis quelqu'un j'ai vécu des violences physiques toute ma vie en fait. Et donc, il m'a pas frappé, mais il m'a serré au cou et puis il m'a traîné à la police, en fait, parce que je voulais pas partir de chez lui. Et en fait, c'est un garçon qui est très, très instable. C'est-à-dire que 2 jours avant, on avait fait une soirée merveilleuse, romantique, pour son anniversaire. Je lui ai offert des cadeaux, il était ravi. Mais alors je situe quand même le contexte, il est écorché vif, c'est vraiment quelqu'un qui est musicien de rock, qui a pas de vie stable, il n'a pas d'horaire stable, donc c'est quelqu'un qui peut faire n'importe quoi, qui boit beaucoup d'alcool, qui est beaucoup, qui a pas de limite en fait. Qui est quelqu'un d'autodestructeur, dans ses textes, ça se ressent, mais en même temps, il a une espèce de génie comme ça, un peu incompris. C'est quelqu'un d'écorché vif, voilà, je ne trouve pas d'autres mots. Et moi, ça m'a beaucoup attirée parce que j'adore les personnalités comme ça, complexes, fragiles et très intelligents en plus. Et donc, 2 jours avant, on a fait une soirée parfaite où tout s'est bien passé. Il est venu chez moi, c'était tendre, c'était bien. Et 2 jours après, on s'est revus dans un restaurant, dans un café-restaurant. Et au moment de partir de restaurant, il a pété un câble, littéralement. Il s'est mis tout d'un coup à s'énerver après moi en disant que je le contredisais, que j'étais insupportable, que je parlais trop, il s'est énervé après moi. Et j'ai pas compris pourquoi. Et il voulait que je parte. Il s'était alcoolisé lors du dîner ? Oui, mais moi aussi, mais bon, j'avais bu 3 bières. Oui, mais peut-être que vous, pas autant, et puis que vous n'avez pas la même personnalité que lui. Mais vous dites que vous n'avez pas compris pourquoi. Bon, s'il boit beaucoup, ça peut entraîner ce genre de comportement. Voilà, mais c'est tout d'un coup, j'étais quelqu'un de vraiment d'exécrable pour lui. Et oui, c'est ça. Dans ses yeux que j'étais un ennemi, quoi. L'ennemi à abattre. Exactement. Et en fait, moi, j'ai pas fait d'études de psychiatrie, mais j'ai une sœur qui est infirmière en psychiatrie, donc je connais un peu les pathologies. Et là, j'ai eu la sensation vraiment de quelqu'un de limite schizophrène. Alors après, j'y connais pas grand-chose, mais vraiment, c'était plus la même personne que 2 jours avant, alcool ou pas alcool, parce que 2 jours avant, on a bu aussi, mais il était adorable, quoi. Donc c'est pas le problème, c'est qu'en fait, moi, il a été violent avec moi, il m'a traîné, il m'a étranglé, c'est-à-dire qu'il m'a serré au cou. Oui, c'était très violent. C'est la première fois qu'il a eu ce comportement. Physique, oui. Mais il m'avait déjà rejeté quand je vous avais appelé. J'avais eu un doute parce qu'il m'avait déjà dit j'aime pas ton comportement, tu me rabaisses. Il a des côtés très parano. Et en plus, moi, j'ai réalisé qu'il mentait beaucoup parce qu'il m'a raconté que son ex le harcelait, tout ça. Or, son ex, je l'ai rencontré cet après-midi. On a parlé, on a passé 2 heures ensemble. Elle m'a expliqué le personnage, que c'était quelqu'un vraiment qu'elle avait essayé d'aider et qu'il y avait rien à faire et qu'elle avait laissé tomber, quoi. Sauf que elle est passée à autre chose. Ça fait 1 mois qu'ils sont plus ensemble et moi, je suis complètement désespérée parce que là il me manque malgré la violence qu'il a eue à mon égard. J'ai plus de nouvelles, j'ai essayé de le relancer et il a rejeté la faute sur moi. Il m'a dit tu m'as fait peur l'autre soir,
j'ai pas fait. En fait, il retourne la situation. Oui. D'accord. Oui. Oui, alors que c'est quand même vous qu'il a essayé d'étrangler, mais bon. Bah, il m'a poussé, il m'a serré au cou, mais oui, pas... enfin, écoutez, c'est pas des gestes à avoir. Non, je sais, oui. Vous étiez encore dans un lieu public, mais enfin, imaginez, vous êtes chez lui et tout, comment ça se termine, ça? Bah, en fait, ça s'est terminé qu'il m'a traîné, mais quand je dis traîné, c'est vraiment... Écoutez, cet homme, le côté artiste maudit, c'est bien joli, mais enfin, il a des problèmes. Oui, il faut qu'il... Alors déjà, bon, s'il s'alcoolise autant, il va mal, enfin. Oui. Mais voyez, il faut, sa fragilité vous a ému, vous a attendri, mais dans les faits, c'est quelqu'un qui est très destructeur pour lui-même et pour autrui. Oui, je le sais. Donc, vous avez rencontré en plus sa compagne qui vient de le quitter il y a 1 mois. Mais en fait, il a menti, il était sur 2, il était en même temps avec elle et avec moi. Ça, j'ai compris. Bon. Si. Vous venez de le... Oui, peut-être. Mais bien sûr, vous savez mieux que moi. Hein. Mais et là, vous venez ça fait à peine 1 mois et vous voyez déjà dans le niveau de la relation, enfin, où vous en êtes. Bah, il veut pas être heureux, c'est quelqu'un. Enfin, j'en ai. Oui, écoutez, vous pouvez pas lui faire son bonheur, hein. Non, voyez, vous voulez, parce que si vous voulez jouer les Saint-Bernard à aller dans les causes perdues, vous risquez de vous retrouver dans des situations extrêmement problématiques pour vous. Parce qu'à ce moment-là, si vous voulez aider des personnes en difficulté, vous pouvez le faire dans un cadre d'une association, de structure où vous aiderez, mais avec un cadre autour de vous. Mais sur le plan amoureux, c'est complètement casse-gueule, hein. Surtout que c'est pas comme si vous étiez, pardonnez-moi, je poursuis quand même, mais je vous laisse après. C'est pas comme si vous étiez dans une relation établie depuis un moment avec quelqu'un, et puis à un moment cette personne traverse vraiment un passage à vide, comme ça peut tous nous arriver, et dans une problématique un peu destructrice. Bon, que vous vouliez à ce moment-là être à ses côtés, l'aider à remonter la pente, parce que comme vous dites, quand on aime, il ne s'agit pas de se sauver dès que l'autre va mal. À moins qu'il développe... Bon, quand il développe une pathologie d'ordre psychiatrique, c'est plus difficile, là. Mais il peut y avoir des passages à vide, être aux côtés de quelqu'un. Bon, bien sûr, ça fait partie aussi dans la relation de couple. On peut, à un moment, porter un peu l'autre, le soutenir. Mais quand la relation démarre dès le départ, sur ces bases-là, il n'y a qu'une solution, c'est se sauver, Sarah. C'est ça le truc qui me fait du mal, c'est qu'en fait, là où je culpabilise beaucoup depuis mercredi, je me mange plus, je pleure, je me détruis et je me dis j'ai fait quelque chose de mal en fait. C'est ça qui va pas. Oui, mais vous savez au fond que vous n'avez rien fait de mal. Hein. Vous dites vous-même que cet homme va mal, que cela vous a attiré. Vous avez au moins cette lucidité-là. Que le fait qu'il aille mal vous a attiré, sa fragilité vous a attiré, avec l'envie certainement de le sortir de tout ça, de le sauver, de l'aider à aller mieux, parce qu'il y a un côté très valorisant, si ça pouvait marcher. C'est-à-dire que vous arriveriez à sortir cet homme de tous ces démons. Mais à quel prix pour vous? Vous voyez dans quel état vous vous mettez? Vous pouvez pas l'aider si vous coulez. Donc de toute façon, non. Et puis cet homme, en plus, il vous fait comprendre. Au moins, il est autodestructeur, mais il sait, lui, il a bien compris que là, peut-être, ça allait trop loin. Il vous tient à distance. Et tant mieux pour vous. Ouais, c'est tant mieux pour vous. Mes amis me disent, mais en même temps, j'attends qu'une chose, c'est qu'il m'appelle et qu'il s'excuse et qu'il me dise, on se voit, on parle. Voilà, j'attends que ça. Je peux pas être ça. Vraiment, je suis très mal depuis que c'est arrivé et je comprends pas. Mais si vous comprenez, vous voulez pas comprendre, vous êtes prise par vos émotions. Il faut prendre un peu le temps de l'apaisement. Ouais. Vous avez essayé de le rappeler. Il vous a clairement fait comprendre que non. Et tant mieux pour vous. Votre issue, elle est là. Donc, bon, vous êtes en plein dans. Vous aviez eu un coup de cœur pour lui. Ah oui. Et puis là, tout d'un coup, ça se termine comme ça. Vous êtes très peiné, très chagriné. Pour autant, attendez un peu de voir et vous devriez vous apaiser. Hein. Parce que sinon, il faut vous interroger aussi sur votre fonctionnement à vous, qui fait que vous vous accrochiez autant à quelqu'un, si ça durait, qui va aussi mal. Hein. Parce que ça veut dire qu'il y a lieu de vous interroger aussi sur vous-même. Hein. Mais c'est ça, je le sais. Je me dis, mais pourquoi j'ai envie qu'il me rappelle alors qu'il a été odieux, quoi. Bonne question. Voilà. Bonne question. Et si vous êtes toujours dans quelques semaines dans cette, dans ce questionnement-là, eh bien, peut-être que vous irez en parler, en parlant de vous cette fois-ci, et pas de celui que vous voulez sauver.
D'accord ? Bien sûr. Il y a Ninon qui dit, allez, laisse tomber, ma Sarah, vraiment, et courage pour le détachement. Petit message d'encouragement de Ninon. Ouais. Merci et bon courage à vous. Merci beaucoup. Au revoir Sarah. Au revoir. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. Europe 1. Ah, Georges me dit, je comprends. Encore un qui se prend pour Joe Strummer des Clash. Mais moi aussi, vous savez, en ce moment, je suis dans une période autodestructrice, me dit Georges, je remets du sucre dans mon café. Bah alors, les bonnes résolutions. Mais en même temps, je vais pas vous jeter la pierre parce que je suis pas un vrai amateur de café parce que moi aussi, je l'aime très sucré en plus. First Lisa, qu'on embrasse, qui dit sauvez-vous vite, il va vous détruire et vous n'êtes pas son thérapeute. Et puis Marie qui dit Sarah, fuyez. Voilà, des petits messages qui arrivent. Et puis alors il y avait Nelly qui revenait sur le témoignage de Bernard qui nous parlait de ces associations pour aider les personnes qui ont du mal à trouver un emploi dans certains domaines. Nelly dit vraiment merci à Bernard pour son intervention parce que ça réchauffe le cœur d'entendre ces paroles pleines de lumière et d'espoir. Bonsoir Karim. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir à tous les auditeurs, meilleurs vœux, bonne année. Très belle année à vous aussi, beaucoup de bonnes choses pour vous. Plein de santé, voilà. Oui. C'est la première fois que j'appelle. Oui. Et c'est vrai, moi c'est plutôt un problème, on va dire, existentiel, c'est-à-dire que j'ai 48 ans. Je suis marié, 2 enfants. Oui. Et je vais divorcer. Oui. C'est pas moi qui l'ai demandé. Oui. Vous subissez cette décision. Exactement. J'ai pas vu venir. J'ai un travail très prenant, c'est-à-dire qui me prend beaucoup de temps. Oui. J'ai beaucoup de choses aussi à côté qui me prennent beaucoup de temps, c'est-à-dire préparer ma retraite, gérer un patrimoine et du coup, je crois que je suis passé à côté de, je sais pas, c'est ce que ma femme me reproche. Et peut-être qu'elle a raison. Je suis passé à côté de, j'ai pas vu mes enfants grandir. Ils ont quel âge aujourd'hui, vos enfants? 18 et 15 ans. D'accord. Ouais. Et donc c'est vrai que je me pose, ça fait 1 an, je me pose la question, est-ce que peut-être que je vais accepter un travail moins prenant. Bien sûr, en renonçant à des avantages, je veux dire, des avantages de salaire, des avantages de... Puis, est-ce que je vais... je sais pas, c'est... Oui, vous êtes en plein questionnement. Parce que cette décision, elle vous l'a annoncée quand, votre femme? Oh, mais c'est bon, c'est-à-dire on est en amiable... Oui, c'est bon, mais enfin, vous en prenez un sacré coup sur la tête parce que, comme vous dites, vous n'avez rien vu venir et ça vous amène à réfléchir sur vous-même, sur votre vie, sur... Enfin, vous dites c'est une crise, ça déclenche une crise existentielle chez vous. Voilà, parce que moi, je pensais que c'était... que tout ce que je faisais, c'était pour ma famille, pour mettre mes enfants à l'abri. Et puis, c'est vrai que je découvre aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est... comment ça s'appelle c'est pas important. C'est pas le plus important, en tout cas. Voilà. Moi, je pensais que mettre ma famille à l'abri, c'était important. Eh ben non. Alors, bien sûr que ça l'est. C'est beaucoup d'hommes ont cette façon d'appréhender comme ça l'existence, où ils s'absorbent dans leur activité professionnelle, ils y consacrent beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, avec le désir sincère de mettre leur famille à l'abri. Ouais. Et ils s'investissent tellement sur cet aspect-là matériel qu'ils en oublient la présence. Exactement. On peut pas être au four et au moulin. Voilà, exactement.
en même temps. Mais c'est vrai qu'il y a un équilibre qu'il est difficile à trouver, ou en tout cas, ça peut être sur un temps, mais c'est là où parfois, et je parle, l'épouse peut envoyer, ou la compagne peut envoyer des signaux qui ne sont pas forcément entendus, peut-être parce c'est pas suffisamment clair, mais où certes, c'est très louable de vouloir faire comme vous l'avez fait, vouloir mettre votre famille à l'abri, mais tout l'argent que vous pourrez accumuler ne remplacera jamais la présence. Exactement. D'ailleurs, il y a comment ça s'appelle, une phrase, et c'est vrai quand on me l'a dit, la première fois, je ne l'avais pas compris, puis il n'y a pas que l'argent dans la vie. Non, bien sûr, ça ne doit pas devenir, devenir une fin en soi, et c'est parfois ce qu'on peut oublier. C'est-à-dire ce qui au départ est un moyen. Il ne s'agit pas d'être hypocrite. On dit que ça ne fait pas le bonheur. Mais en tout cas, ça y contribue quand même. Ça aide d'avoir une certaine liberté. Ça donne de la liberté quand même. Exactement. De pas finir les fins de mois comme ça, complètement serrés, ric-rac. Non. Et puis il n'y avait pas que ça. Moi aussi, des fois, je me dis, les vacances au ski, les vacances en été. Je veux dire. Oui. C'est-à-dire, voilà. Et c'est pour ça que ça peut le déclencher un peu d'amertume, souvent parce qu'on se dit, dans ces cas-là, que vous avez tout fait pour leur bien-être, pour qu'ils soient heureux, qu'ils soient bien, qu'ils ne manquent de rien. Ouais. Et au final, ça revient comme un boomerang sur vous. On vous dit, bah oui, mais t'étais pas là pour nous. Voilà, exactement. Bon, alors, et c'est vrai que c'est un équilibre qui est difficile à trouver. Difficile à trouver, oui. Pour autant... Je trouve que vous réagissez bien parce que vous n'êtes pas non plus... on vous sent affecté, évidemment, et on le serait à moins. Mais très affecté. Oui, ça s'entend. C'est comme si je me suis trompé, c'est-à-dire je me suis... Écoutez, qui ne fait pas des erreurs, qui ne fait pas... Il y a eu un problème, comme le dit Cathy, le problème c'est la communication. C'est un moment... si vous étiez très absent, il y a aussi peut-être de la part de votre épouse, elle a pas su se faire entendre en tout cas, peut-être suffisamment clairement de vous, parce que avant d'arriver au divorce, je dirais est-ce qu'elle vous avait dit bon maintenant poser un peu des ultimatums, j'aime pas ce mot, mais enfin vous comprenez ce que je veux dire, on va dans le mur si on continue comme ça. Non, bien sûr, mais je pense, moi je sais, c'est que vous savez, il y a toujours des gens aux alentours qui sont plus ou moins jaloux, et que qu'on trouvait que ma femme n'était pas épanouie. On lui a dit. Voilà, donc c'est vrai que... oui, elle aussi. Non, je veux dire, c'est vrai que c'est moi qui menais la barque. Qui menait la barque à quel niveau ? Au niveau financier, au niveau... et c'est possible que ma femme, à un certain moment, a senti qu'elle ne pouvait pas s'exprimer dans cette... oui, d'accord. On va dire dans cet environnement. Oui, dans cette dynamique-là de couple et cette dynamique. Voilà. D'accord. Et elle travaillait, votre femme ? Oui, elle travaillait de son côté, oui. Oui, non, mais moi, je lui avais demandé qu'elle travaille à mi-temps. Pourquoi ? Pour justement être plus... Pourquoi ? Pour quelle raison, à mi-temps ? Pour qu'elle soit plus présente auprès de mes enfants. Oui. Quand ils étaient petits ou... parce que là, ils ont 15 et 18 ans ? Oui, non, mais c'était sur une longue période, au moins de 10 ans. D'accord, oui. Mais, donc, non, par contre, j'ai jamais je veux dire, j'ai suggéré, on va dire clairement les choses. Je lui dis, voilà, si tu travailles à plein temps, ton argent sert à... C'est-à-dire tout ce qu'elle gagne, on va le payer aux impôts. On va le payer, voilà. Ou pour la nourrice. Non, aux impôts. D'accord. Impôts, mais après tout, c'est à elle d'en décider. Oui. Mais si vous voulez, bon, c'est comme ça. De toute façon, vous pouvez pas refaire le passé. Peut-être que, du coup, il y a eu un déséquilibre dans votre couple.
Parce que vous étiez à fond dans le travail et votre femme, alors je ne sais pas ce qu'elle faisait comme travail, mais peut-être elle n'a pas pu se réaliser comme elle aurait entendu sur ce plan-là pour la vie familiale. Et du coup, vous étiez des parents et le couple battait un peu de l'aile. Exactement, ouais. Bon, moi, ce que j'entends et ce que je trouve, malgré le fait que vous soyez triste de ce qui se passe, c'est que vous êtes très conscient, très lucide, vous n'êtes pas complaisant vis-à-vis de vous-même, et le fait que vous traversiez une crise existentielle, comme vous le dites, c'est douloureux, c'est toujours douloureux quand on traverse une crise de ce type, mais en même temps, qui dit crise dit possibilité de changement. Or, jusque-là, vous étiez lancé là, à 200, 300 à l'heure. Voilà, exactement. Bon, vous dérouliez votre vie sans vous poser de questions. C'était le boulot, le boulot, le boulot, le boulot. Et le fait qu'à un moment, vous vous trouviez confronté à la décision de votre femme, ça vous amène à vous interroger, mais vraiment à vous interroger au bon sens du terme, à vous questionner. Exactement. Voilà. Alors, là où il ne faut pas vous auto-flageller, c'est-à-dire que, comme vous dites, vous avez l'impression d'avoir tout faux, c'est pas aussi simple que ça. Vous étiez deux d'abord à construire ce couple quand même et cette famille. Et à un moment, il y en a chacun peut y avoir trouvé son compte et vous aussi. Et encore aujourd'hui, quand vous dites, bon, vous n'avez pas vu vos enfants grandir, en même temps, vos enfants, tout n'est pas perdu non plus parce qu'ils ont 15 et 18 ans. C'est des âges où ils ont encore besoin de vous. À 15 ans, on a besoin de son père, même à 18 ans. Et vous pouvez, de par cette prise de conscience, aussi être... je veux dire, cette fragilité à laquelle vous vous trouvez exposé vous fait gagner en humanité. Alors, c'est douloureux. Peut-être que j'ai pas très bien compris ce que vous m'avez dit. C'est-à-dire que quand on est fragile, les moments où on est fragile comme ça, vulnérable pour des raisons, quand on traverse des moments de crise, c'est le moment où on se rapproche le plus de nous-mêmes, de ce qui nous relie les uns aux autres, c'est-à-dire notre humanité. Notre humanité, c'est-à-dire avec le fait que oui, on n'est pas invulnérable, on n'est pas invincible, on n'est pas que fort et voilà, vous voyez, on avance comme un bulldozer. Non, il y a des moments comme ça de doute, de questionnement, et ces moments-là, pour peu qu'on les transforme, ils sont extrêmement féconds, ils sont extrêmement riches. Parce qu'on se remet en question. Et encore une fois, je vous dis, il ne s'agit pas de battre votre couple, mais que c'est la possibilité dans la crise même offre la possibilité d'un changement. Or, n'oubliez pas qu'on est toujours en évolution. Vraiment. Oui, bien sûr, complètement. Complètement. Voilà. Donc, si vous voulez, comme dit Cathy, vous n'avez pas forcément à revoir votre ambition à la baisse, parce que c'est aussi ce qui s'est joué dans le couple. C'est-à-dire que, mais vous pourriez dire, bon allez, je m'enfonce dans le boulot, là maintenant je pense plus qu'au boulot et tant pis, voilà, puisque j'ai raté ma famille, je continue là-dedans. Je trouve que vous vous posez des très bonnes questions. Donc vous allez aussi trouver vos réponses. C'est-à-dire qu'à un moment, oui, pourquoi pas, même si votre épouse n'est plus auprès de vous, peut-être que vous allez vouloir donner, sans être trop grandiloquent, mais un sens différent à votre vie, une philosophie de vie différente. Et en ça sera de toute façon positif pour vous. Merci beaucoup, Karim, en tout cas, et bon courage à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, bonsoir. Très belle nuit à vous, faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h sur Europe 1.